Bonjour à tous. Le Venezuela est aujourd'hui souvent présenté comme l'exemple même d'un État en faillite. Hyperinflation, pénurie, exode massif de la population, tensions politiques permanentes. Mais comment un pays disposant des plus grandes réserves de pétrole au monde a-t-il pu sombrer à ce point en l'espace de quelques décennies? Pour comprendre la crise vénézuélienne, il faut remonter loin dans le temps. Dès l'indépendance, acquise au début du 19e siècle sous l'impulsion de Simón Bolívar, le pays connaît une instabilité chronique, alternant guerre civile, régimes autoritaires et expériences démocratiques fragiles. La découverte du pétrole, au début du XXe siècle, va bouleverser durablement son destin. Source de richesse immense, l'or noir sera aussi un facteur de dépendance, de corruption et de vulnérabilité stratégique, notamment face aux grandes puissances. À partir des années 1970, le choc pétrolier transforme le Venezuela en État rentier. L'argent coule à flot, mais derrière l'illusion de prospérité s'installe l'endettement, la corruption et une dépendance totale au pétrole. Lorsque les prix s'effondrent dans les années 1980, le système craque, la pauvreté explose, les émeutes se multiplient et la défiance envers les élites politiques ouvre la voie à une figure qui va profondément marquer l'histoire du pays, Hugo Chávez. Élu en 1998, après une tentative de coup d'État ratée, Chávez promet la justice sociale et la souveraineté nationale. Mais très vite, son pouvoir se durcit, le contre-pouvoir sont affaiblis, la presse est mise au pas, l'opposition marginalisée et l'état de droit progressivement vidé de sa substance. Sous couvert de révolution bolivarienne, le régime s'oriente vers une démocratie de façade dominée par un exécutif omnipotent. À sa mort, en 2013, son dauphin désigné, Nicolás Maduro, hérite d'un système autoritaire déjà solidement installé. Moins charismatique mais plus brutal, Maduro gouverne par la contrainte, s'appuyant sur l'armée, les services de sécurité et un appareil judiciaire inféodé. Élections contestées, parlement neutralisé, répression des manifestations, le régime se maintient au pouvoir tandis que le pays s'enfonce dans une crise économique et humanitaire sans précédent, poussant des millions de Vénézuéliens à l'exil. C'est dans ce contexte d'effondrement interne et de durcissement autoritaire que les ingérences étrangères, et notamment américaines, vont jouer un rôle central dans la déstabilisation et la survie du régime. Pour analyser en profondeur les racines historiques, économiques et géopolitiques de cette crise majeure et comprendre le rôle joué par les États-Unis dans les événements récents, je reçois aujourd'hui Antoine Delacoste. Antoine Delacoste, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir à nouveau. Alors, nos auditeurs, téléspectateurs, vous connaissent bien. Maintenant, vous venez à peu près une fois tous les 3 mois faire un point géopolitique. Et les sujets ne manquent pas. Donc, je rappelle que vous êtes conférencier spécialisé en géopolitique et vous êtes l'animateur du site géochronique.fr. Chronique avec un S. Hein. Chronique au pluriel. Chronique au pluriel.fr. Alors venons-en tout de suite au Venezuela. On va d'abord rapidement survoler l'histoire du pays. Je vous propose de commencer plutôt au moment de l'indépendance. Est-ce qu'il faut remonter au début du 19e siècle pour comprendre le pays au moment de l'indépendance? Dans la mesure où le Venezuela, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, doit son indépendance à Simón Bolívar. Bolívar d'ailleurs était vénézuélien. Il est né à Caracas et il s'est formé en France, très influencé par les idées des Lumières, par la République, par la franc-maçonnerie aussi, semble-t-il. Il a été initié très tôt. Et lorsqu'il revient en Amérique du Sud, il n'a de cesse que de chasser l'occupant espagnol. Donc l'Espagne qui a colonisé une grande partie de l'Amérique latine, y compris le Venezuela, depuis plusieurs siècles. Donc il se lance avec une petite armée qu'il a réussi à constituer. Il se lance dans une révolution à partir de 1811. Il proclame l'indépendance, même s'il n'a pas encore gagné. Ça va prendre une bonne dizaine d'années pour battre les Espagnols. Et à partir de 1821, on peut considérer que les Espagnols sont vaincus et s'en vont petit à petit. Donc le Venezuela n'a pas complètement l'indépendance, ils font en fait une grande fédération avec la Colombie. Oui, c'est la Grande Colombie. Exactement, on appelle ça la Grande Colombie. C'était l'idée de Simón Bolívar. Bolívar voulait imiter un peu les États-Unis, il voulait faire en quelque sorte un grand État fédéral qui occuperait toute l'Amérique latine. Ça ne va pas marcher puisque chaque pays avait déjà, en dépit de la colonisation espagnole ou portugaise, avait déjà un peu son identité et les Vénézuéliens eux-mêmes, notamment les grandes familles foncières du Venezuela, n'avaient pas très envie de continuer ce mariage avec la Colombie, ni avec la Bolivie, qui doit son nom d'ailleurs à Simón Bolívar. Et assez vite, au bout d'une dizaine d'années, chacun a repris sa liberté
Et le Venezuela vogue tout seul à partir de 1830-1832. Et c'est un pays instable Alors c'est un pays instable et qui en plus est très coupé en deux entre les libéraux et les conservateurs. Les libéraux qu'on va appeler les fédéralistes, les conservateurs qu'on va appeler les centralisateurs. Et à partir de ce moment-là, la confrontation entre les deux va occuper à peu près tout le 19e siècle, avec plusieurs guerres civiles, des mini-guerres civiles, et puis une grande guerre civile qui va durer 4 ans, de 1859 à 1863, et qui va provoquer des pertes absolument gigantesques. 200 000 morts. 200 000 morts pour un pays qui, à l'époque, fait 1 400 000 habitants. C'est un ratio exceptionnel. C'est la guerre civile la plus meurtrière de l'Amérique latine. Il y a eu des tas de guerres civiles, des tas de guerres entre pays très meurtrières, mais guerre civile, à ce point-là, 200 000 morts sur 1 400 000 habitants, on mesure. Alors, les libéraux sortent vainqueurs de ce conflit, mais ensuite, aucune stabilité. Et jusqu'au tournant du siècle, vous avez une alternance de coups d'État, de révoltes, de manifestations réprimées, d'alternance entre des semi-dictateurs et des semi-libéraux. La frontière n'est pas totalement d'ailleurs étanche. Et est-ce qu'on voit déjà poindre l'influence des États-Unis pendant notamment cette grande guerre civile? Ils ont soutenu quel pendant la guerre civile, pas spécialement. La doctrine Monroe est déjà sortie, c'est-à-dire que 1832, donc les Espagnols sont partis, les Américains sont contents, ils regardent cette guerre civile, ils sont plutôt pour les libéraux par tempérament, mais ils n'interviennent pas directement. Ils vont intervenir directement à partir du tournant du siècle chez le voisin en Colombie, pour obliger la Colombie à lâcher le Panama et pour pouvoir faire pour eux-mêmes le canal du Panama qui avait été abandonné par Ferdinand de Lesseps, qui n'a pas réussi à rééditer son coup de maître du canal de Suez. Et donc le Venezuela va faire rentrer les États-Unis dans son histoire de façon majeure à partir de la découverte du pétrole. Donc découverte du pétrole 1914 1914, on découvre les premières nappes et c'est à partir des années 20 que le dictateur de l'époque, c'est pas Staline, hein, c'est pas Hitler, c'est Gómez. Dictature, voilà, c'est Gómez. À ce moment-là, il avait succédé à Castro. Depuis 1899, on a eu une quarantaine d'années de dictature à la vénézuélienne, c'est-à-dire c'est pas le camp de concentration, c'est pas le goulag, mais quand même, c'est pas non plus des élections totalement libres. Est-ce que la découverte du pétrole en 14 va ouvrir une ère de prospérité très rapidement, ou ce sont les compagnies américaines qui se... Ce sont les compagnies américaines qui vont se gaver gentiment à partir des années 20-30. Donc c'est Gómez, c'est le début de la corruption aussi du Venezuela, parce qu'elles ne sont pas venues gratuitement. Et le compte en banque de M. Gómez a été largement alimenté, y compris celui de son entourage. Le pétrole va toujours, et ça va être le drame du Venezuela, va toujours rimer avec corruption en réalité. Donc les Américains s'installent. Il y a d'autres compagnies aussi européennes, mais c'est quand même les Américains qui se taillent à la part du lion. Et à partir des années 20-30, eh bien, les Américains ont construit des raffineries dans le golfe du Nouveau-Mexique pour accueillir, traiter le pétrole vénézuélien, qui est la caractéristique d'être très épais et qui donc nécessite un raffinage spécial. Donc les Américains se lancent là-dedans. Mais en réalité, l'explosion du prix du pétrole à partir du premier choc pétrolier de 1973 va permettre le décollage économique du Venezuela. Jusqu'à présent, on était resté dans les structures très traditionnelles, toujours des grands propriétaires fonciers, et une industrie pétrolière qui ne profitait que médiocrement au Venezuela. Mais jusqu'aux années 70, disons à partir des années 30 jusqu'aux années 70, on est dans quel régime politique ? Alors, on est rentré dans une alternance démocratique qui petit à petit s'est imposée. On n'est plus dans un système dictatorial. Et ce jusqu'aux années 70, 80, où ensuite succédera Hugo Chavez, où là on va quitter on va en parler un peu plus tard. Mais au niveau, est-ce que cette manne pétrolière profite à la population ou pas du tout? Relativement. Alors, on ne peut pas dire pas du tout. On en profitait un petit peu. Le régime vénézuélien en profitait un petit peu. Mais cela étant, l'économie vénézuélienne, sans être florissante,
permettait aux gens de travailler normalement et de se nourrir normalement. On n'est pas du tout rentré dans la grande crise que vous avez évoquée en introduction, qui va concerner la chute des prix du pétrole qui succédera à la hausse des prix. Et le pétrole n'est pas la seule ressource du Venezuela. Il y a des ressources agricoles, mais quand même, la seule industrie de haut niveau, c'est le pétrole. Ce sont des techniciens américains. Il y a des dizaines de milliers d'employés, même des centaines de milliers d'employés dans l'industrie pétrolière. C'est ça qui porte le pays. Donc, une grande partie de la richesse vénézuélienne vient de là, même si les Américains, comme je l'ai dit, se taillent la part du lion. Alors en 1973, c'est le premier choc pétrolier. Voilà, le prix du pétrole est quadruplé. Donc on peut dire qu'au début, c'est une bénédiction. Alors au début, c'est une bénédiction, c'est-à-dire que l'argent va couler à flot. Et le président de l'époque, qui s'appelait Pérez, va en profiter pour nationaliser le pétrole. Froidement, il dit aux Américains, terminez, vous rentrez chez vous. Lui, c'est un libéral également, enfin politiquement parlant. Plutôt. Mais la frontière entre dictateurs et libéraux démocrates n'est pas totalement étanche, en réalité. Les libéraux ont toujours une tendance à l'autocratie, en particulier au Venezuela, mais aussi dans d'autres États d'Amérique latine. Et les dictateurs, sont des dictateurs relativement clément. Donc cette dichotomie n'est pas totalement valable pour l'analyse du Venezuela. Alors donc le pétrole est nationalisé. Alors le pétrole est nationalisé, on crée une grande compagnie qui s'appelle PDV, Pétrole du Venezuela, tout simplement. Et les dirigeants de l'époque vont se lancer dans une grande politique d'investissement pour renforcer encore cette présence pétrolière. Ils vont aussi développer des infrastructures, il y a enfin l'argent. Pour raffiner pas seulement. Non, pas pour raffiner eux-mêmes. Ils ne sauront jamais très bien faire ça. Ouais. Il faudra après des investissements extérieurs. Il faudra toujours des apports extérieurs pour arriver à liquéfier ce pétrole trop épais. Donc ils ne sauront jamais très bien faire cela. Par contre, ils vont en profiter pour renforcer les infrastructures routières, etc. Mais ça se fait au prix d'un endettement très important. Et c'est totalement dépendant du prix élevé du pétrole. Et c'est la première grande erreur économique des dirigeants, c'est dès les années 70 de s'être lancé dans des infrastructures très dépensières, excessives, et donc accompagnées d'un endettement qui, lorsque les prix du pétrole ont commencé à baisser au cours des années 80, vont étrangler le Venezuela, qui aura beaucoup de mal à ce moment-là à rembourser sa dette. Et la corruption continue, j'imagine ? Elle ne s'est jamais arrêtée. La corruption commence avec l'installation des compagnies américaines et les différents dirigeants seront toujours arrosés par les compagnies américaines et probablement européennes aussi, mais surtout américaines. Donc début 80, voilà, les ennuis commencent. Alors les ennuis commencent et la pauvreté arrive. La pauvreté commence à s'installer au Venezuela. Alors, le FMI rentre en scène à la fin des années 80. Évidemment, il décrète une politique d'austérité, comme il a le secret. Les compagnies américaines reviennent, à ce moment-là, dans les bagages du FMI, pour reprendre en main l'industrie pétrolière, qu'on avait besoin. Donc elle rachète les parts Alors, elle avait été spoliée, quand même. Donc elle n'a pas racheté grand-chose. Elle s'installe et on repart un petit peu comme avant, c'est-à-dire qu'ils prennent le gros de la répartition de la manne du pétrole et on laisse une partie au Venezuela. Mais ils n'achètent rien du tout, en réalité. Ils reprennent les installations desquelles ils avaient été expulsés au moment de la dénationalisation de 1973-1974. Et la population commence à manifester. Oui, l'inflation commence à apparaître, le pouvoir d'achat s'effondre et donc il y a des manifestations assez durement réprimées. On a des morts à chaque manifestation, c'est violent, la répression est assez violente. Et c'est dans ce contexte-là, au moment où la population vénézuélienne commence à en avoir véritablement assez de ce régime, que Hugo Chavez va rentrer en scène. Au début des années 90, il dénonce la politique du FMI, qui ne fait qu'appauvrir le pays. Il tente un coup d'État militaire. En 92 ? En 92, qui échoue. On ne peut pas dire que politiquement, il est complètement tort à ce moment-là. Alors c'est un coup d'État militaire. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur Chavez. Qui est-il ? D'où vient-il ? Un militaire. C'est un militaire, c'est un officier. Il est lieutenant-colonel au moment où il fait son putsch, donc 1992. Mais il n'a pas réussi à entraîner
suffisamment d'effectifs de l'armée pour que le putsch réussisse. Et il est arrêté, mais avant d'être arrêté, il va faire un discours à la télévision qui sera regardé par tous les Vénézuéliens. Et c'est ce discours, Chavez était un remarquable orateur, contrairement à Maduro qui ne savait pas faire grand-chose. Chavez, lui, beaucoup plus intelligent. Eh bien, Chavez a fait un discours qui a marqué le Venezuela. Et c'est à partir de ce moment-là que sa grande popularité va naître. Et puis effectivement, le régime ne suscitait plus aucune sympathie de la part des Vénézuéliens. Alors il va passer quelque temps en prison, il va être libéré, et puis il va se présenter tranquillement aux élections présidentielles de 1998. Là, il va être élu. Et là, il est élu assez largement. Oui. Il est connu, il est populaire, et il promet que le Venezuela va changer, qu'il va retrouver son autonomie par rapport aux Américains, par rapport au FMI, et que le Venezuela sera rendu aux Vénézuéliens. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va changer le nom de la République du Venezuela, qui devient la République bolivarienne du Venezuela. Simon Bolivar est toujours très très populaire. Oui. C'est lui le libérateur face à l'occupant espagnol, même si l'occupant espagnol n'était pas trop méchant, mais c'est lui le libérateur, et donc s'appeler République bolivarienne, c'est tout un symbole en réalité. Il se positionne comment politiquement? C'est un leader nationaliste, populiste, il est de... Alors nationaliste de gauche. Nationaliste de gauche. Il va, dès le début, son parti chaviste va attirer des forces de gauche du pays, des socialistes, comme Maduro d'ailleurs, qui sera un adhérent assez précoce de son parti. Et donc il oriente résolument le Venezuela vers un système socialisant, socialiste, on peut le dire. Mais qui fait référence à d'autres régimes politiques existants ou est-ce qu'il élabore une doctrine particulière? C'est vraiment le chavisme, ce que les Vénézuéliens appelleront le chavisme. Il se réfère à Bolivar, mais Bolivar, ses idées, c'était des Lumières. Bolivar, décidément. Bolivar, ce sont des idées des Lumières. Donc, Chavez, ça n'intéresse pas du tout, ça. Lui, c'est quand même un socialiste, et il va devenir de plus en plus socialiste au fur et à mesure. Donc, il va essayer de profiter de la manne du pétrole malgré les baisses de prix pour essayer de sortir le Venezuela du marasme. Mais il est socialiste, et si le socialisme ça marchait en économie, ça se saurait. Et donc petit à petit, le Venezuela s'enfonce dans la crise. Les Américains ne restent pas inactifs et ils provoquent des grandes grèves. Et notamment, toute l'industrie pétrolière se met en grève. Quasiment tous les employés, tous les cadres, tous les ingénieurs, tous les techniciens, ils sont plus de 20 000. Et ils se mettent en grève illimitée. Alors Chavez n'y va pas par quatre chemins, il licencie tout le monde. Il licencie à peu près tout le monde, et c'est à ce moment-là que commence l'effondrement de l'industrie pétrolière. Parce que, en chassant tout le monde, eh bien, il a perdu toutes les compétences. Donc il licencie tout le monde, là, c'est toujours sur la société, la PDVSA. Oui, Pétrole du Venezuela, société anonyme. Société anonyme. Voilà. Les sociétés américaines, elles sont toujours dans le jeu ou ont été chassées? Alors elles ont été chassées une deuxième fois. C'est pour les Américains, pour les pétroliers américains, le Venezuela, c'est pas que des bons souvenirs. Ils ont été spoliés 2 fois. Alors ils ont eux-mêmes largement spolié le Venezuela. Mais ils ont été spoliés 2 fois, donc ils regardent ça avec circonspection maintenant. Et alors, les ingérences américaines, donc c'est quoi? Ce sont des agents d'influence? Oui, ils sont derrière cette grève. La CIA est très présente. Et la CIA fait ce qu'elle vient de faire d'ailleurs pour réussir l'enlèvement de Maduro, c'est-à-dire qu'elle va acheter beaucoup de gens. Donc on achète tous les dirigeants pétroliers, on achète des gens dans l'entourage de Chavez. La corruption est presque naturelle au Venezuela. À force, ça fait des décennies de corruption, et donc se faire acheter, ça fait partie en quelque sorte de la règle du jeu. Et Chavez lui-même, est-ce qu'il prône une certaine probité? Alors lui, il aimerait bien. Oui. C'est ce qu'il dit en tout cas. Est-ce qu'il en a profité personnellement? J'avoue que je n'en sais rien. Mais en tout cas, il a gardé vis-à-vis de son peuple une certaine virginité en la matière. Alors la grève finit par échouer puisque tout le monde est licencié et on réembauche des milliers et des milliers de personnes, mais la compétence s'est perdue. Et donc à ce moment-là, non seulement les prix ne sont plus ceux de 1973, mais en plus de ça, techniquement, l'industrie pétrolière vénézuélienne n'y arrive plus. Elle est vieillissante, elle n'est pas remise à jour. C'est ça. Alors Maduro est là dans l'ombre, à attendre son heure, puisque Chavez, lui, est atteint d'un cancer.
Il a été réélu assez largement en 2006-2012. Il reste populaire malgré les difficultés économiques qui deviennent de plus en plus importantes, mais qui étaient moins importantes que celles qui vont arriver sous Maduro. Sous Maduro, ça va exploser. Chavez meurt en 2013 de son cancer et il désigne, comme on s'y attendait, puisque Maduro était ministre des Affaires étrangères et avait le titre de successeur en réalité de Chavez. Et Maduro donc lui succède. Alors, il y a une élection présidentielle dans la foulée que Maduro gagne d'extrême justesse. Il ne semble pas qu'il ait triché à ce moment-là. Les structures n'étaient peut-être pas suffisamment en place. Et Chavez, lui, n'avait pas besoin de tricher. Il était vraiment réélu assez largement. Mais avec Maduro, ça va changer. C'est-à-dire que la crise qui était là va s'accélérer. L'endettement très important va devenir de plus en plus important. C'est là que les Chinois arrivent pour s'occuper d'industrie pétrolière. On va en reparler. Ils ont déjà investi dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il faut souligner aussi qu'ils sont intéressés par une autre matière qui est importante au Venezuela, c'est l'or. Il y a beaucoup d'or. Et donc ça, l'or... Qui était peu exploité jusque-là ? Qui était exploité, mais il y avait mieux à faire. Ce sont des réserves assez importantes. Les réserves pétrolières sont très importantes, même s'il y a quelques zones d'ombre sur leur importance réelle, mais c'est de toute façon très important, et en or également. C'est quand même un des premiers producteurs mondiaux, en tout cas qui a les premières réserves, parmi les premières réserves mondiales. Donc tout ça va intéresser les Chinois qui vont arriver et qui vont finalement exploiter une partie du pétrole. Ils avaient la particularité d'avoir ce pétrole quasi gratuitement et en échange, ils apportaient les produits nécessaires à la liquéfaction du pétrole du Venezuela qui est, comme je l'ai dit, trop lourd. Et c'est dans ce contexte-là que l'inflation va exploser. Alors, si vous permettez, je voudrais qu'on s'arrête sur Maduro, un petit peu un rapide portrait de Maduro. Qui est-il ? Parce qu'on l'a présenté comme le dauphin de Chavez. Il était socialiste au départ ? C'est un militant, fils de syndicaliste socialiste militant, lui-même syndicaliste militant, et il va devenir le patron du syndicat du métro, des conducteurs de métro de Caracas. Donc il a un poste éminent, et donc logiquement, comme beaucoup de syndicalistes, Chavez va le faire rentrer au gouvernement. Simplement, il n'a pas l'intelligence de Chavez, pour dire les choses. Et il y avait un économiste qui a quitté le Venezuela, qui a été chargé de former Chavez et ensuite de former Maduro, qui avait dit après, Chavez comprenait, Maduro ne comprenait pas. Donc c'était un vrai souci parce qu'il avait dit brutalement, il n'a jamais rien, mais vraiment rien compris à l'économie. Et donc l'économiste a fini par s'en aller avant de finir en prison parce qu'on allait dire que ça allait être à cause de lui. Et donc à ce moment-là, l'inflation explose. Elle va exploser à des niveaux pharaoniques. Oui, les chiffres que l'on donne sont stratosphériques. D'après le FMI, j'ai lu 130 000 %. 130 000 % en 2018. D'après le FMI. D'après le FMI, mais c'est contesté par des économistes indépendants américains ou sud-américains qui disent que le FMI est bien gentil de dire 130 000 %. Eux, ils évaluent ça à 1 million. 1 million de %. Oui, alors j'ai un peu de mal à... On a un peu de mal. 1 million de %, l'Allemagne de Weimar, avec la pauvre ménagère allemande qui poussait sa brouette pleine de marques, à côté, c'est presque de la blague. En réalité, ça a atteint un tel niveau que la monnaie, qui s'appelle le bolivar, bien sûr, que la monnaie du pays ne peut plus être utilisée, parce qu'elle ne vaut plus rien. À 1 million d'inflation, on ne pouvait plus rien faire. Donc, ironie de l'histoire, c'est le dollar qui revient dans les transactions. Il n'y a pas plus anti-américain que Maduro, et toute la population se sert du dollar pour les transactions quotidiennes. Donc c'est un échec total. Mais malgré ça, malgré l'utilisation du dollar, ça ne sauve pas l'économie, le PIB s'effondre. Le PIB perd 70%, moins 70% en quelques années. Donc c'est quand même... Alors on explique ça comment ? La production pétrolière continue, mais vous dites, bon, il y a des infrastructures qui sont vieillissantes. Alors elles sont vieillissantes, aucun investissement n'a été fait au moment où il devait être fait. Les Chinois arrivent, exploitent un peu, ils prennent ce qu'ils veulent bien prendre, mais ils n'ont pas du tout l'intention, surtout compte tenu de la stabilité géopolitique qui pressente, ils n'ont pas du tout envie d'investir trop, donc ils investissent quand même quelques milliards. Mais l'industrie pétrolière du Venezuela, pour être rentable, nécessitait des centaines de milliards, ce que les Chinois
fort logiquement, n'ont jamais voulu faire. Donc en réalité, tout en ayant des réserves très importantes, la production s'effondre parce que techniquement, ils ne sont plus capables. Malgré la présence d'ingénieurs chinois, d'ingénieurs iraniens, les Iraniens vont arriver aussi à ce moment-là, qui assurent le minimum. En fait, ils assurent le service minimum. Sans eux, il y avait plus de production du tout. Le brutal licenciement complet des 20 000 employés, plus personne ne savait faire tourner l'industrie pétrolière. Et donc, c'est à ce moment-là que Maduro a dû faire appel aux pays étrangers en disant « venez nous aider parce qu'on n'est plus capable de produire le pétrole ». Donc, ça s'effondre et la pauvreté s'installe, une pauvreté gigantesque, et 7 millions de Vénézuéliens quittent le pays sur 30 millions d'habitants. C'est-à-dire quasiment un quart. Un quart de la population. Et partout, ces Vénézuéliens, en Amérique, reste dans l'Amérique du Sud? Alors en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aux États-Unis, vous avez plusieurs centaines de milliers de Vénézuéliens qui se sont installés aux États-Unis, qui sont évidemment très hostiles à Maduro, même si Chavez, lui, a toujours une popularité qui est restée intacte. Il est mort à temps pour ne pas avoir subi le désastre. Et donc, Maduro, lui, a perdu toute sa popularité auprès, pas de toute la population, mais auprès de ses habitants qui ont fui. Ils sont installés beaucoup en Colombie, le pays limitrophe, et puis beaucoup sont remontés, Amérique centrale, États-Unis. Et est-ce qu'il y a un durcissement en même temps du régime? Est-ce que le régime devient de plus en plus autoritaire? Oui, les manifestations se multiplient, elles sont réprimées assez durement, il y a toujours des morts, et puis plusieurs chefs de l'opposition sont enfermés, mis en prison. Certains n'ont pas le droit de se présenter au présidentiel. Donc l'affaire devient très compliquée pour Maduro. Et en 2015, ce qui devait arriver arriva, malgré les tentatives d'Autriche, eh bien les législatives sont remportées par l'opposition, par les libéraux et les conservateurs de l'opposition. Alors Maduro fait ni une ni deux, il diminue les droits du Parlement. Alors évidemment, c'est une méthode assez commode. Il ne demande pas son avis au Parlement, il fait ça par décret, et le Parlement perd ses pouvoirs. Et donc, cette victoire, finalement, ne sert pas à grand-chose. Elle est en quelque sorte symbolique. Alors en 2018, Maduro est réélu. Donc, les élections sont très contestées là aussi. Il y a moins de 50% de participants, donc on peut penser qu'elles sont truquées. Et c'est à ce moment-là que les Américains organisent leur premier coup d'État. On est dans le premier mandat de Donald Trump, et il a eu l'idée baroque, alors qu'il était plutôt anti-interventionniste, il a eu l'idée baroque de prendre comme conseiller à la sécurité John Bolton. John Bolton, alors vraiment c'est le néoconservateur, celui qui était pour tous les désastres irakiens. Il était d'ailleurs conseiller, on voit sa photo au moment du discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Il fait une tête de 6 pieds de long à côté de George Bush et de Condoleezza Rice. C'est un néoconservateur pur jus. Et lui vend à Trump un coup d'État. Et il lui dit, voilà, il y a un président de l'Assemblée qui est assez connu, assez populaire, qui s'appelle Juan Guaidó, qui va se proclamer président, puisque Maduro n'est pas légitime. Alors c'était une idée quand même un peu curieuse, parce que Guaidó n'avait pas été candidat à la présidentielle. Par contre, il était président de l'Assemblée, et c'est vrai qu'il était écrit qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui pouvait devenir président par intérim. Mais le président, il n'y avait pas de vraies vacances. Il avait triché, c'est entendu, mais il était quand même président. Donc c'était compliqué. Il s'est proclamé président, et Bolton avait assuré à Trump que l'armée basculerait. On avait acheté un certain nombre d'officiers pour donner des chances à ce coup d'État. Trump reconnaît évidemment immédiatement le Venezuela avec Juan Guaidó comme président. L'Union européenne, évidemment, suit instantanément. Et puis ça patauge, ça traînasse, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'armée n'a pas basculé. Soit les gens qui ont été achetés n'ont pas respecté leur parole, et voilà. Donc, soit ils n'en ont pas acheté assez. Donc elle reste dans les casernes ou le... Ah oui. Ah oui, ça ne marche pas, mais pas du tout. Pas du tout. Les quelques tout petits mouvements qu'il y a eu se sont très vite arrêtés parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc ils n'avaient pas du tout envie de s'embarquer un truc qui leur vaudrait après 20 à 30 ans de prison. Mais il y a quand même une répression brutale derrière ou même... Un peu.
Oui. Un peu, à la Maduro, gentiment, quelques morts. Mais rien de... C'est un coup d'État, en quelque sorte, institutionnel. Donc il n'y a pas des grandes foules dans la rue, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de manifestants, des milliers de morts. Il n'y a pas tout ça. Et donc, au bout d'un moment, les Américains se rendent compte que c'est raté. Juan Guaidó, lui, disparaît. Il a d'ailleurs disparu pas disparu corps et bien, il est vivant, mais il a disparu de la vie politique vénézuélienne parce que son coup d'État mal monté n'a pas du tout été apprécié dans le fond par la population. Trump non plus n'a pas du tout apprécié, ça a coûté son poste à John Bolton. C'est une préparation de la part des Américains? Ah oui, ils se sont trompés sur la CIA derrière? Alors forcément. Oui. Forcément, et donc John Bolton a vendu un coup d'État alors que Trump, à l'époque, disait qu'il n'était pas très favorable à cette doctrine américaine du change régime. Quand il y a un régime qui ne convient pas, où que ce soit sur Terre, on change pour que ça corresponde aux intérêts américains. Et John Bolton lui a présenté la chose comme étant, mais c'est bon, ça va se faire. Alors, donc, exit Bolton. Oui, heureusement. Et alors, en 2024, Maduro est encore réélu? Alors oui, alors là, il est réélu avec 51% des voix, la participation est de 40%, et la triche est totale, complète, manifeste. Et donc les Américains qui avaient commencé un régime de sanctions, c'est Trump qui avait commencé, en 2019, vont renforcer les sanctions, étouffant un peu plus le Venezuela. Alors on lit beaucoup que ce sont les sanctions qui ont détruit l'économie du Venezuela. Il faut quand même respecter la chronologie. La crise économique de ce pays a commencé bien avant les sanctions américaines, bien avant. On est dans les années 1980, quand commence, avec 1982 pour être plus précis, quand commence la chute du prix du pétrole. Et la dépendance totale, quasi monopolistique par rapport aux revenus du pétrole, est un danger, ce n'est pas les Américains qui l'ont créé. Donc les sanctions, évidemment, ont aggravé les choses, mais ce n'est pas comme en Syrie ou en Iran, par exemple, où les sanctions américaines ont vraiment détruit l'économie de ces pays-là. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Elle était détruite avant. Et c'est le socialisme de Chavez puis de Maduro qui ont détruit cette économie. Alors évidemment, les sanctions américaines aggravent la situation, et c'est le moment où Trump commence à réfléchir à un éventuel changement de président pour plusieurs raisons, en réalité. Évidemment, pour mettre la main sur le pétrole du Venezuela. Ça, c'est sûr. Et en quelque sorte, il veut annexer le pétrole du Venezuela. Mais attention, si ce pétrole avait été exploité par la France ou l'Angleterre, ça ne serait pas passé de la même façon. Mais comme je l'ai dit, il était exploité un peu par l'Iran et beaucoup par la Chine. Et donc, c'est ça qui déplaisait souverainement à Trump. Trump veut renforcer la doctrine Monroe, dont on a parlé au XIXe siècle, consistait à dire que finalement l'ensemble du continent américain appartient aux Américains. Ou tout au moins, ils ont un droit de regard là-dessus. D'où la volonté de chasser les Espagnols et les Portugais, et ensuite de contrôler à peu près ce qui se passe. Et donc, tout au long du 19e et du 20e, les Américains vont avoir un œil très attentif. Le coup d'État, par exemple, qui a permis à Pinochet d'arriver au pouvoir en 1973, tout le monde sait que c'est la CIA qui l'a organisé. Donc, dans cette doctrine géopolitique mise à la sauce Trump maintenant, il considère qu'il a parfaitement le droit de chasser un dirigeant d'Amérique latine à partir du moment où c'est contraire aux intérêts américains. C'est une vraie doctrine parce que vous m'avez parlé d'un document qui n'est pas secret, un document sur la stratégie de sécurité nationale que vous avez analysé. Absolument. Qui donne véritablement les grands axes de ce que va être la future politique étrangère des États-Unis. Oui, pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique et particulièrement aux objectifs américains des prochaines années, il faut lire ce document, alors à condition qu'il soit respecté dans les faits. Ce document est sorti début décembre. Donc il est disponible. Parfaitement disponible sur Internet. Je n'ai pas encore vu de traduction française, mais enfin maintenant il y a tous les logiciels qui permettent de traduire ça à la demande. Et c'est très intéressant parce que Trump évoque cette doctrine Monroe. Il dit qu'il la met à sa sauce à lui. Et maintenant, c'est ça le grand changement par rapport à la doctrine des néoconservateurs, c'est qu'il raisonne en zone d'influence. Il y a la zone d'influence du continent américain, dans lequel il englobe le Groenland d'ailleurs, c'est près du continent américain. Donc là, il considère qu'il a tous les droits, c'est à lui.
Et donc, il affirme que ce n'est pas du néoconservatisme, c'est pour, sur le continent américain, empêcher que des ennemis des États-Unis n'atteignent finalement les intérêts vitaux des États-Unis. Bon. Ce qui va poser un certain nombre de problèmes, parce que au Venezuela, c'était un régime hostile, avec des Chinois très implantés et une industrie pétrolière en faillite, qui ne marchait plus. Après, vous avez d'autres pays d'Amérique latine où les Chinois se sont implantés, parce qu'eux, ça fait 30 ans qu'ils s'implantent en Amérique latine. Et donc, en Bolivie, au Chili, ils ont des implantations assez anciennes déjà, qui concernent les minerais précieux, les terres rares, l'or. Et les Américains regardent ça, évidemment, enfin Trump surtout, parce qu'avant, ses prédécesseurs ne s'en sont pas tellement occupés de ça. Et Trump en veut beaucoup à ses prédécesseurs, c'est pour ça qu'il dit souvent que Biden est le plus mauvais président de l'histoire des États-Unis, ce qui n'est peut-être pas faux. C'est pas faux. Mais simplement, c'est trop tard. Et maintenant que, par exemple, au Chili, les dernières élections ont donné la victoire à la droite conservatrice, en plus quelqu'un qui aime beaucoup Trump, donc ça se passera très bien. Mais il y a des accords commerciaux avec les Chinois. Et là, Trump aura du mal à convaincre le nouveau président chilien de dénoncer les accords avec les Chinois parce qu'ils sont en bonne et due forme. Et donc, ça va être compliqué de ne pas tenir compte du tout du droit international. Je sais que Trump s'assied beaucoup sur le droit international. D'ailleurs, tout le monde s'assied dessus, il faut être honnête. Et que les Européens, pour agiter ça récemment, personne n'en tient compte du droit international. Simplement, vis-à-vis d'États amis, comme l'Argentine, les Chinois sont également implantés en Argentine, avec le grand ami de Trump, Javier Milei. Donc là, ce sera plus difficile qu'au Venezuela, où là, vraiment, c'était un ennemi des États-Unis. Et donc là, il n'a pas eu de scrupules pour essayer donc de chasser les Chinois, remettre la main sur l'industrie pétrolière, et puis raisonner en fonction de ses zones d'influence. C'est pour ça que l'Ukraine l'intéresse moins. Il a dit aux Européens, c'est votre problème. Vous voulez m'acheter des armes? Très bien. Mais contrairement à cette nouille de Biden, c'est pas gratuit. Voilà. Donc moi, je ne vais pas dépenser les milliards du contribuable américain pour aider l'Ukraine. Ça n'est pas dans ma zone d'influence. C'est dit quasi explicitement. Donc ce document, c'est une réaffirmation de la doctrine Monroe ou est-ce qu'il y a des changements, des petits changements, des ajustements? Alors, c'est plus large que la doctrine Monroe. Ouais. Pour l'Amérique latine et l'Amérique centrale, c'est la doctrine Monroe. Bon, c'est-à-dire, on a un droit de regard. Mais par contre, pour l'Europe, on se désintéresse de l'Europe. Et on le dit explicitement. Monroe disait c'est pas notre priorité du moment, mais il faut tenir compte de l'époque. 1832. Donc les Américains n'avaient de toute façon pas les moyens de s'intéresser ni à la Chine, ni à l'Europe, qui ne les menaçait d'ailleurs pas. Ils avaient même plutôt besoin d'eux en réalité. Alors, ils raisonnent maintenant donc en zone d'influence, ce qui est un changement par rapport aux néoconservateurs, qui eux considéraient que la destinée manifeste des États-Unis, pour reprendre cette expression très célèbre, la destinée manifeste était de contrôler le monde, finalement, et de répandre les bienfaits de la démocratie universelle américaine dans le monde entier. Très bien, mais Trump ne raisonne pas comme ça. Oui. D'ailleurs, ça a été amusant de voir la déclaration du premier ministre slovaque, Fico, qui a dit quelque chose de très fin récemment. Il a dit « Je suis contre cet acte de piratage international pour l'enlèvement de Maduro, mais j'en sais gré à Donald Trump de ne pas avoir invoqué les droits de l'homme ou autre stupidité de ce genre pour son intervention. » Il a dit clairement qu'il voulait chasser Maduro, prendre le pétrole et chasser les Chinois. Et donc c'est très bien, au moins c'est franc. Et ça nous change des George Bush et autres qui disaient qu'ils allaient sauver les droits de l'homme en Irak. Alors c'est vrai qu'on digresse un petit peu par rapport aux... Non, mais c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. C'est moi qui vais dégraisser maintenant. Ce document date de début décembre. Oui. À l'heure où cette émission est enregistrée, nous sommes début janvier. Déjà, le discours de Trump a un petit peu changé par rapport à l'Iran, par exemple. Là, l'Iran, la question, c'est l'Iran. Parce que vis-à-vis de l'Europe et de l'Ukraine, pour l'instant, il n'a pas changé. Vis-à-vis de la Chine et de Taïwan, c'est presque, je fais encore une petite digression, c'est presque un blanc-seing donné à la Chine. Quasiment, les Chinois peuvent aller demain envahir Taïwan, à mon avis, ils s'y prendront autrement, mais peuvent s'occuper de Taïwan. Ça n'est plus un motif de guerre, contrairement aux néoconservateurs qui disaient aux Chinois, attention, ça va être très très grave si vous envahissez Taïwan. Trump a l'air de considérer que... Bon. Est-ce que tout ça va être tenu? On ne le sait pas. Et en effet, l'Iran, c'est assez troublant parce qu'il est dit clairement dans ce document que le Proche-Orient a trop accaparé les États-Unis ces dernières années et qu'il s'agit maintenant de moins s'occuper du Proche-Orient, tout en gardant évidemment
à l'esprit qu'Israël doit être archi protégé au nom du messianisme protestant américain. Les évangéliques y tiennent beaucoup et c'est le socle de l'électorat de Trump. Mais en dehors de ça, Trump considère que les Américains ont dépensé beaucoup trop d'énergie au Proche-Orient et au Moyen-Orient aussi, et donc ils vont moins en dépenser. Et pourtant, avec toutes les manifestations qui se passent en Iran, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Il y a vraiment beaucoup de manifestants dans beaucoup de villes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les 120 000 gardiens de la Révolution solidement armés et qui s'enrichissent grâce à la confiscation de l'économie iranienne. Ils ne vont pas laisser tomber la manne si facilement. Mais quand Trump dit « je suis prêt à intervenir », grand Dieu, comment ? Il ne va pas envoyer des troupes au sol. Il peut rebombarder, s'il veut, les industries nucléaires, les centres nucléaires iraniens. Mais ça n'a aucun rapport avec les manifestations du moment. Alors comment veut-il empêcher les gardiens de la Révolution de réprimer les manifestants iraniens ? C'est une grande inconnue. Il peut toujours bombarder quelques bases, mais ce n'est pas ça qui va tuer les 120 000 gardiens de la Révolution. Donc on attend avec intérêt de savoir ça, c'est-à-dire que s'il intervient, d'une façon ou d'une autre, on pourra dire, alors à quoi bon ce document ? Finalement, la zone d'influence comprend l'Iran. Il pourra toujours invoquer la protection d'Israël, mais quand même. Alors, je voudrais qu'on revienne au Venezuela, si vous le permettez, même si c'était très intéressant. Très rapidement, pour terminer l'émission, depuis combien de temps, donc l'arrestation de l'enlèvement, je ne sais pas comment on peut le qualifier, de Maduro est dans les cartons depuis... depuis des mois. Depuis des mois. On n'a pas parlé du trafic de drogue. Alors, est-ce que c'est véritablement un prétexte ou est-ce qu'il y a une réalité quand même derrière ? C'est un prétexte. Mais est-ce qu'il y a une réalité ? Alors, il y a beaucoup de trafic de drogue en Colombie. Est-ce que Maduro lui-même trempe dedans ? Je ne sais pas. Est-ce que Chavez trempait dedans ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de trafic de drogue. Mais là où il y a une petite escroquerie de la part de Trump, une grosse même, quand il dit c'est pour mettre fin au narcotrafic qui tue les jeunes Américains, c'est faux et archi-faux. La drogue du Venezuela va très peu aux États-Unis, elle va en Europe. Principalement. Elle traverse les Caraïbes et tous les bateaux qui ont été abattus par l'aviation ou la marine américaine, ils n'étaient pas en route vers les États-Unis. Oui, il faudrait qu'ils s'attaquent au Mexique s'ils voulaient vraiment combattre exactement. le trafic de drogue. Ça vient essentiellement du Mexique, ça vient d'Amérique centrale aussi, ça vient très marginalement du Venezuela. Le Venezuela n'est pour rien dans le fait que les drogues, les Chinois aussi ne sont pas complètement innocents dans l'affaire. Et s'il y a 100 000 jeunes Américains qui meurent d'overdose chaque année, le Venezuela n'y est pour rien. Donc c'est un prétexte. Le narcotrafic a bon dos dans l'histoire. C'est un prétexte. On peut penser que Maduro va finir ses jours en prison aux États-Unis. Ça, je crains pour lui que la permission de sortie n'est pas pour demain. Mais alors, quelle peut être la suite au Venezuela ? Qui a pris le pouvoir aujourd'hui ? Il n'y a pas eu de changement de régime, finalement. Ben non, c'est sa vice-présidente qui lui a succédé, gentiment, à la demande de Trump. Donc c'est quoi ? À la demande de Trump ? Oui. C'est Trump qui a dit, c'est elle qui va prendre la suite. Alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit la prix Nobel de la paix. Bah oui. Mais en fait, vous savez, cette prix Nobel de la paix, dont le nom m'échappe, peut-être Machado, mais je ne suis pas sûr. Cette prix Nobel de la paix, Trump la déteste parce qu'elle est prix Nobel de la paix et que Trump voulait être prix Nobel de la paix. Vous connaissez, dans ses petits défauts, l'ego de Trump légèrement surdimensionné, donc il a considéré qu'elle n'était pas populaire au Venezuela. Je ne sais pas sur quels critères il se fondait pour ça, mais donc elle a été très surprise. C'est pas faute d'avoir dit qu'elle donnait son prix Nobel à Trump pour pouvoir revenir et devenir présidente du Venezuela, mais Trump n'a pas l'air sur cette ligne pour l'instant. Là, on est 10 jours après. Oui, on verra quand l'émission sera diffusée. L'acte de piratage, c'est quand même un acte de piratage. Oui. Donc, en tout cas, les Américains ont déclaré qu'ils feraient bien attention à ne pas refaire la même erreur qu'en Irak, où ils avaient licencié à peu près toute l'armée et tous les fonctionnaires membres du parti bassiste. Ce qui était dingue, parce que, pardon pour l'expression, mais c'était complètement dingue. Pour être fonctionnaire, il fallait être membre du parti bassiste. Pour être officier, il fallait être membre du parti bassiste. Et ils étaient coupables parce qu'ils étaient membres du parti bassiste. Donc ils ont licencié tout le monde, l'Irak s'est effondré. Et ils sont tous finis chez Daesh. C'est très intelligent. Là, ils font bien faire attention à ne pas faire la même chose. Ils ne vont pas licencier tous les adhérents du parti de Maduro, sachant que pour être un fonctionnaire important, il faut être membre du parti de Maduro. C'est toute l'infrastructure qui s'est... Et on ne sait pas si c'est sincère ou pas. Donc ils ne vont pas le faire. Mais pour la suite, est-ce qu'on continue de la même façon ? Pour l'instant, c'est ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas du tout d'envoyer des troupes au sol. Et s'il veut vraiment faire un changement de régime, il sera obligé de l'encadrer par la présence de troupes au sol. Donc il aimerait faire l'économie de cela. Et si la vice-présidente a condamné avec vigueur sur le principe l'enlèvement de Maduro,
Dès le lendemain, on a compris que c'était un discours de façade. Et Trump a dit « on s'est parlé au téléphone, on est d'accord sur plein de choses ». Donc je pense qu'elle sait, et puis d'ailleurs Trump l'a dit explicitement, si elle ne fait pas ce qu'il faut, il aime beaucoup ce genre de menaces, si elle ne fait pas ce qu'il faut, nous on fera ce qu'il faut. Donc elle sait que ça, pas sa vie, mais enfin sa liberté ne tient qu'à un fil, que malgré les défenses aériennes assez performantes, il y avait des défenses aériennes russes, et les Russes ont montré qu'ils savaient y faire dans ce domaine-là, et il y avait quand même de très nombreux gardes du corps, il y avait quand même une armée, il y avait des armes d'assez haut niveau, et tout ça a été neutralisé. Les Américains ont fait une centaine de morts, tous les gardes du corps de Maduro, et eux n'ont eu que des blessés légers. À ce niveau-là, c'est très bien monté, très bien organisé, c'est entendu, mais à ce niveau-là, ça veut dire que tout le monde était acheté. Sauf les malheureux gardes du corps qui sont morts dans l'histoire. La corruption n'est pas descendue jusqu'à eux. Mais en tout cas, d'ailleurs, le chef du service du contre-espionnage va être arrêté, ou vient d'être arrêté. Je n'ai pas eu la confirmation encore. Il se pourrait bien que lui soit en première ligne des gens corrompus. Donc tout a été neutralisé. Elle sait très bien que ça recommencera demain. Il suffit que la CIA arrive, très présente, la CIA au Venezuela. La CIA arrive et paye 1 million, 2 millions, 5 millions de dollars des gens importants dans l'entourage de la vice-présidente, et puis c'est réglé. Donc sa liberté ne tient qu'à un fil. Et bien, ça sera le mot de la fin, Antoine Delacoste. Merci infiniment. Merci. Ce qui est toujours passionnant dans la géopolitique, c'est que ça peut bouger à tout moment, très rapidement. On se retrouve dans 3 mois pour évoquer un autre sujet. Merci beaucoup. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, vous n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.